Ravi de vous retrouver pour ce 22e numéro de Au Féminin sur Gabon Première. Depuis quelques années, chaque 1er décembre nous rappelle la nécessité d'une mobilisation constante contre le VIH-Sida. Et pour coller à ce rituel du mois en cours, nous avons choisi ce mercredi de vous parler du VIH-Sida et la stigmatisation de la femme. Pourquoi ? Parce que chaque année, c'est une pandémie qui tue à travers le monde plus de 600 000 personnes et plus de la moitié des cas sont des femmes. Qu'en est-il du cas spécifique du Gabon? Pour nous édifier, le docteur Marliatou Bari, épouse So, est avec nous. Elle est médecin prise en charge du VIH au CTA, entendez, le centre de traitement ambulatoire. Notre deuxième invitée est un visage connu au Gabon, Madame Sidonie Siaka. Elle est pionnière de la lutte contre le VIH-Sida depuis plus de 2 décennies qu'elle a découvert son statut sérologique. Depuis lors, elle a décidé de témoigner à visage découvert pour sauver des vies. Pas en reste, Madame Isabelle Berthe Bongo, épouse Agnou Biyogué. Elle est psychologue au CTA depuis son ouverture en 2001 et elle exerce au CHUL, le centre hospitalier universitaire de Libreville. Et voilà, pour l'entame, Au Féminin, c'est parti sur Gabon Première. Et voilà, merci de nous rejoindre donc sur ce plateau. Mes invités et moi sommes déjà installés et je leur souhaite la bienvenue à toutes parce que c'est la première fois que vous passez sur Au Féminin. Bienvenue. Merci. Voilà. J'ai fait une présentation succincte de vous, Sidonie Siaka. Tout le monde le sait, vous êtes un visage connu du Gabon. Ah oui. Mais il y a d'autres tiroirs que les gens ne connaissent pas. Oui. Lesquels? En fait, je suis la responsable du centre social de Makokou, éducateur spécialisé de formation. Et en plus, je suis mère de 4 enfants, dont 2 filles, 2 garçons. Bel équilibre, hein? C'est ça. Voilà. Et très souvent, lorsqu'on reçoit les médecins, on dit docteur Marliatou Bari, épouse So, mais encore, sans la blouse, vous passez inaperçu. Bien sûr, je reviens là-dessus. Dr Bari Marliatou, médecin engagé dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH depuis pratiquement 5 ans, depuis 2019. Mariée, mère de 3 enfants. Et après un médecin, il y a toujours un psychologue. Et là, je me tourne vers Isabelle Berthe Bongo, qui est psychologue. Et vous l'êtes au CTA depuis sa création en 2001. Oui, merci Madame Dira. Je suis effectivement psychologue clinicienne et j'exerce au CTA depuis son ouverture, c'est-à-dire depuis 2001. Jusqu'en 2015, j'ai travaillé uniquement avec les adultes et depuis octobre 2015 jusqu'à ce jour, je suis plus aux côtés des enfants et des adolescents vivant avec le VIH. Mmh. Il faut quand même dire que lorsqu'on parle du VIH-Sida, parfois on oublie la transmission de la mère à l'enfant. Et c'est de plus en plus récurrent et nous sommes ravis que vous ayez aussi cette casquette-là et peut-être vous allez édifier, pas peut-être, je suis certaine que vous allez édifier nos téléspectateurs qui parfois, lorsqu'ils se savent malades, pensent que tout s'est arrêté, docteur. Bien sûr, puisque jusqu'à présent, il y a encore un concept de fatalité que les gens ont perçu depuis certaines années, comme si le VIH était, quand on est déclaré séropositif, c'est la fin. Mais en parlant de cette pathologie de VIH, il y a certains concepts qu'il faudra connaître, qu'on doit assimiler, principalement les concepts de base. Voilà, couramment, nous entendons dire le VIH-Sida. Et vous faites bien de vous arrêter là-dessus. Qu'est-ce que le VIH et qu'est-ce que le Sida? Parce que parfois, le commun des mortels confond tout et nous sommes tout tués. Oui, le VIH, premièrement, par sa définition, on entend par VIH virus d'immunodéficience humaine.
Et c'est ce virus-là qui est à l'origine de la pathologie qu'on appelle SIDA, mais directement au stade terminal, syndrome de l'immunodéficience acquise. Et ce sont des manifestations biologiques et des manifestations cliniques qui apparaissent tout au long de l'évolution de la maladie, qu'on peut appeler SIDA. Mais dans cela également, on peut être porteur de virus, pour ce qu'on appelle les séropositifs, porteurs sains. Maintenant, au cours de l'évolution de la maladie, on atteint un stade terminal qu'on appelle stade SIDA. Et on entend beaucoup parler aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches que les gens font même sur le net. On entend couramment parler de charge virale, qui est même dans le concept de suivi des patients vivant avec le VIH-Sida. La charge virale, c'est la quantification du virus dans le sang circulant. Et sa mesure même permet de donner la capacité ou non du patient à transmettre la pathologie ou non. Parce qu'il faudrait que les gens assimilent qu'à ce jour, certes, on peut être séropositif, une personne vivant avec le VIH, mais qu'en suivant son traitement de façon correcte, de façon assidue, ponctuelle, qu'on atteint un stade où la charge virale est indétectable, de sorte qu'on ne puisse plus transmettre la pathologie. Charge virale indétectable. J'en entends souvent parler parce qu'il y a une sur le plateau qui, elle, aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, elle est devenue indétectable. Sidonie Siaka, on va revenir à vous. Alors, on a choisi le thème le VIH-Sida et la stigmatisation de la femme. Quelle lecture faites-vous de ce thème? Est-ce que nous, ici au Gabon, la femme est vraiment stigmatisée par rapport à cette pandémie? Par rapport à cette pandémie, d'abord, en ayant les statistiques du pays, on sait qu'en depuis les dernières statistiques de 2021, on retrouvait 49 000 personnes vivant avec le VIH, avec une prévalence sur la population générale de 3,6%. Mais dans les estimations, nous retrouvions que c'était une pathologie qui était essentiellement féminine. Essentiellement féminine parce que même dans nos activités quotidiennes, nous avons plus de patientes que de patients hommes qui fréquentent nos structures de prise en charge. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas infectés. Non, on ne dit pas. Comment expliquer cela? Les femmes sont plus portées à se faire dépister que les hommes? On peut l'expliquer comme cela. Elles sont plus portées à fréquenter même les structures hospitalières que les hommes. Mais je pense que Madame Mbongo pourra plus vous apporter des édifications par rapport à cela. Et merci de faire la passe. Hein? Voilà. Et même si je l'ai dit à l'entame quand même de l'émission, le 1er décembre nous rappelle chaque année qu'il faut vraiment qu'on sensibilise les gens sur la mobilisation constante contre cette maladie. Et c'est peu de le dire parce que si on a 600 000 personnes à travers le monde chaque année contaminées qui meurent, le Gabon, vous venez de nous donner des statistiques de 2021, 49 000 personnes sont infectées au Gabon. Et là, vous avez répondu à la question. Et en nous tournant vers Isabelle Berthe Bongo, vous êtes au contact de ces personnes. Quelle lecture vous faites de ça, la stigmatisation de la femme? Est-ce que vous le ressentez lorsque les gens viennent vous voir? Est-ce qu'il y a un peu plus d'hommes qui aujourd'hui acceptent de s'orienter vers les centres spécialisés? Merci, Madame Dira. Il faut dire que la stigmatisation, elle est toujours visible, elle est toujours vécue. C'est vrai, on va dire, dans les années 2000, je parle également sous le contrôle de Sidonie, lorsqu'elle parlera de son témoignage, je crois qu'elle nous fera des extraits sur cette attitude de la population, c'est-à-dire de vivre la stigmatisation et la discrimination, même si ces phénomènes de stigmatisation et de discrimination ont tendance à baisser, malheureusement, on assiste encore à ces attitudes où les personnes vivant avec le VIH se trouvent être stigmatisées, particulièrement les femmes, et c'est peut-être même d'ailleurs ça se reflète comment? Qu'est-ce qu'elles vous disent en général? C'est par le rejet, par le regard extérieur? Qu'est-ce qui fait peur? Par le regard extérieur. Je prends le cas des couples, par exemple. Souvent, lorsque c'est la femme qui est diagnostiquée en premier, logiquement, le partenaire devait suivre. Mais généralement, ils ne suivent pas. Et ces femmes, beaucoup se retrouvent à la porte
les ménages sont disloqués parce qu'on estime que si elles ont fait le pas vers les structures de santé, c'est parce qu'elles ne sont pas de bonne vie. Donc, c'est des femmes qui sont censées représenter une mauvaise vie. Et à travers ces représentations malheureusement négatives de la société, on assiste encore à la stigmatisation de ces femmes-là. Et c'est ce qui peut-être pourrait expliquer le fait que les hommes ont moins tendance à fréquenter les structures de santé que les femmes, parce que ils se disent, ils ont peur également d'être stigmatisés à leur tour. Mais qu'est-ce que vous leur conseillez si on a peur? Parce que on dit souvent, nous sommes tous des malades ambulants qui s'ignorent. En tant que psychologue, parfois ce sont des idées reçues. Qu'avez-vous? Je sais qu'il y aura des conseils pratiques vers la fin, mais puisqu'on parle de votre vécu, votre expérience en général, qu'est-ce qui en ressort et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens à ce stade de l'émission? Ce qu'on peut conseiller aux hommes, c'est simplement de se débarrasser justement de ces idées reçues, de se débarrasser de ces préjugés. Comme on dit souvent, la maladie n'a pas de visage. Donc les hommes ne sont pas en reste, même si on a tendance à croire que l'épidémie est féminine, mais les hommes ne sont pas en reste. Et donc il faudrait qu'ils se débarrassent de ces préjugés, de leur ego, et pourquoi pas peut-être de toutes ces représentations pour les amener à accepter la situation, pour les amener à accepter le fait que le VIH n'a pas de visage et il touche aussi bien les femmes que les hommes, et surtout les sensibiliser également, les conscientiser à l'adhésion à ce dispositif de prise en charge qui est mis en place. Parce qu'aujourd'hui, on sait que plus tôt on se fait prendre en charge, lorsque la prise en charge est précoce, mieux ça vaut. Ça veut dire que ça peut prolonger l'espérance de vie de la personne malade. Et nous en avons ici un exemple. Et la preuve, Sidonie Siaka. Mais avant d'en venir à votre témoignage, Sidonie, le VIH-Sida et la stigmatisation de la femme. Vous l'avez connue, cette stigmatisation? En fait, oui, effectivement, la stigmatisation de la femme, elle existe jusqu'à présent. Et je pourrais remonter, voir en amont les années 1998. Elle était vraiment plus forte. Le plus souvent, quand un homme était infecté, bon, la société ou la famille ne cherchait pas à comprendre où c'est l'homme qui a été à l'origine ou la femme. La femme était toujours étiquetée en tant que sujet de contamination. Et à l'époque, avec des pratiques, quand vous avez par exemple le cercueil de votre mari, vous encaissez en fait toutes les injures, tous les dégâts de la belle famille. La femme a toujours été mal perçue, mal vue par la société en ce qui concerne le virus suicidaire. Docteur Barry, je reviens vers vous parce que pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, cette année, l'ONU-Sida a proposé de confier le leadership aux communautés. De quelle communauté parle-t-on ici? Les communautés, on peut entendre par communauté toutes les personnes qui sont engagées dans la prise en charge, que ce soit le personnel médical, parce que les patients, puisque c'est une maladie chronique, maladie de longue durée, il y a toujours un lien qui est entretenu avec le personnel médical qui est plus aguerri pour la prise en charge et le suivi quotidien de ces personnes. Mais également les associations des personnes vivant avec le VIH, parce qu'il faut savoir qu'ils sont constitués en association et le fait d'avoir même des groupes de parole leur permet de sensibiliser les patients par rapport à leur suivi, les éduquer, parce qu'il y a même une thématique d'éducation thérapeutique pour les patients, pour les aider à assimiler la chose, à comprendre qu'est-ce que c'est que la pathologie, comment faire pour avoir une vie normale, saine, et leur faire comprendre que c'est bien sûr je suis séropositif, mais ça ne s'arrête pas là. Je dois vivre, j'ai une vie comme toute autre personne. Le leadership des communautés également passe par les agents communautaires. Les agents communautaires constituent un relais de prise en charge parce que au niveau local, on a constaté que la plupart des patients, disons plus de la moitié, ce sont des
patients économiquement faibles qui ont du mal à subvenir à certains besoins et même du mal à se transporter vers les structures de prise en charge pour pouvoir acquérir leur traitement, d'autant plus que le traitement il est gratuit. Et ces échanges communautaires permettent de relais entre les praticiens, mais également les malades pour pouvoir remonter l'information. Et également les assistants sociaux qui sont là pour faire ce qu'on appelle habituellement chez nous les VAD, les visites à domicile, ou même les visites à l'hôpital pour certains patients qui sont hospitalisés, pour qu'on ait une idée de la chose. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons un grand nombre de personnes qui, compte tenu de leurs problèmes financiers ou autres, sont en abandon de traitement ou à l'arrêt de traitement. Et maintenant, ce leadership des communautés va permettre à ces personnes d'avoir plus accès à leur traitement et en ayant accès à ce traitement, d'avoir une espérance de vie encore plus élevée. Est-ce pour ça que, et là je parle, Sidonie peut confirmer, hein, lorsque on découvre son statut sérologique, il y a toute une équipe dédiée, psychologues, médecins. Vous l'avez connu, vous l'avez vécu? Oui. À l'époque, l'engagement était embryonnaire, mais nous avions eu une équipe pluridisciplinaire. Il y avait même des pasteurs, il y avait des psychologues, il y avait des collègues, des assistantes sociales, et il y avait même des pères. Les pères sont les personnes vivant avec le VIH. Parfois, on s'est dit, lorsqu'on vient d'apprendre le statut sérologique, maintenant, on se réfère plus aux personnes aussi séropositives, les personnes séropositives anciennes. Celles-là deviennent comme les modèles, les leaders qui peuvent mieux pouvoir vraiment résister, pour pouvoir s'y prendre. Parce que le nouveau statut, ça signifie une nouvelle vie. Lorsqu'on apprend son statut sérologique, on change automatiquement de vie. Et ça rassure d'être entouré de tous ces techniciens. Il y a la famille, il y a la société, il y a les associations, les psychologues, autant de mesures d'accompagnement pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Alors, je vais revenir à vous. Oui, vous vouliez rajouter autre chose? Oui, Madame Dira, je voudrais rajouter à ce que dit Madame Siaka que le diagnostic de l'infection à VIH est toujours générateur de plusieurs angoisses. Et donc, ces angoisses doivent être prises en charge pour amener... Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a toujours cette relation de causalité entre le diagnostic et la mort, une mort présumée en fait. Et donc, vivre avec ces angoisses va perturber, va rendre la vie de la personne malade très très douloureuse. Il faut donc pouvoir surmonter ces angoisses, il faut pouvoir prendre en charge ces angoisses, identifier les sources de ces angoisses par les multiples spécialistes dont elle vient de parler, pour amener la personne vivant avec le VIH à avoir une vie meilleure et à penser à un avenir meilleur et non pas toujours penser à un avenir morose. Voilà. Docteur, on pourrait parler aussi des signes. Parce que, bon, il y en a qui hésitent parfois pour se faire dépister. Vous nous recommandez chaque année de faire des bilans et c'est important. Parfois, on peut avoir passé, fait son test et puis ça ne garantit pas que 6 mois après qu'on ne tombe plus malade. Quels sont les signes annonciateurs? Les principaux signes annonciateurs de la maladie à VIH, principalement une fièvre qui peut être récurrente. Il y a certains patients qui viennent se faire dépister. Pourquoi? Parce qu'ils ont des fièvres récurrentes. Ils s'automédiquent en prenant du Coartem à chaque fois, un traitement antipaludien à chaque fois. Et 2-3 mois après, c'est toujours la même fièvre qui recommence. Un amaigrissement important, à plus de 5%. Également des diarrhées qui peuvent survenir. Ce sont des principaux signes annonciateurs de la maladie à VIH. Sans pour autant occulter qu'il y a certains patients qu'on découvre à un stade déjà avancé en ayant développé certaines infections qu'on appelle les infections opportunistes, qui sont celles-là plus graves et qui sont même létales, qui peuvent être létales pour les patients. Non, mais ça ne veut pas dire, rassurez-vous à la maison, hein, si vous avez une coulante, ça ne veut pas dire forcément qu'on en parle pour on le sache aujourd'hui. Alors, d'après ce que dit l'ONU-SIDA, pour revenir, puisqu'on est avec vous, en parlant de leader, lorsqu'on parle de leader, ça veut dire qu'on a
constaté un dysfonctionnement. Parce que qui mieux est que ces leaders communautaires pour parler du vécu, la psychologue, Sidonie Siaka, vous le médecin, que ceux qui n'ont pas des éléments de langage. Les dysfonctionnements au niveau du Gabon sont lesquels? Principalement, on peut citer le recul des campagnes de dépistage et de sensibilisation. C'est vrai que depuis un certain temps, il n'y a pas de communication autour, comme dans les années antérieures, pas de sensibilisation, parce qu'auparavant, il y avait quand même ces campagnes-là qu'on ne retrouve pas à ce jour. Qui doit organiser les campagnes? Les techniciens, les politiques? Parce qu'on a quand même... C'est politique, les politiques doivent normalement... Ça part d'une volonté politique. C'est ça. Mais également, il y a un autre aspect, c'est celui de la discrimination, de la stigmatisation dont nous parlons, qui engendre un déni chez les patients, qui refusent même de reconnaître leur statut et ils ont une carapace qu'on ne peut plus atteindre. Ils font un déni de la pathologie. Tout ça sont des dysfonctionnements qui arrivent. Et c'est pour cela qu'on a besoin de ces leaders communautaires pour pouvoir prendre ces personnes à bras le corps et pouvoir les ramener à la raison pour qu'ils aient un traitement conséquent. Alors, ces leaders communautaires sont venus à nous à travers Gabon Première. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Il vaut mieux toujours se faire dépister. Je vous propose qu'on marque une pause et au retour, Sidonie Siaka va nous raconter son histoire. Elle qui, depuis plus de 2 décennies au Gabon, a décidé de sauver des vies. Après cette pause, on en vient à vous, Sidonie Siaka. Nous relayons vos messages, avis et communiqués à travers le pays et à l'international. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez au rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Ramiré. Voilà, vous savez maintenant où communiquer lorsque vous venez à Gabon Première au travers de ce spot publicitaire qu'on vous a montré juste avant qu'on ne marque cette pause. J'annonçais à ceux qui étaient déjà là et si vous nous rejoignez seulement à l'instant, je disais qu'au retour, Sidonie Siaka va nous faire son témoignage, ce visage connu, mais pas très connu, Sidonie. Votre histoire, elle commence il y a plus de 20 ans. Ah oui. Comment avez-vous réagi? Comment ça s'est passé lorsque vous allez à l'hôpital? Vous allez, j'imagine, faire votre bilan. On vous annonce ce jour. Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'avez-vous pensé? J'ai encore des souvenirs. C'était en 1997. Parce que quand je dis 1997, je ne pense pas que ça soit l'année que j'avais eu à contracter. Je présentais déjà ce qu'on appelle la primo-infection. Donc, j'avais des fièvres répétées, j'avais des abcès. En fait, cela m'avait poussé me rendre au programme national de lutte contre le sida de l'époque. Et la personne qui s'occupait des résultats, c'était le docteur Milleri, un blanc. Et quand j'arrivais, on m'avait prélevé et le résultat va sortir. L'annonce du résultat même, c'était positif. Il ne disait pas, il n'avait pas directement dit que la sérologie est positive. Mademoiselle, dans votre organisme, dans votre sang, on voit la présence des anticorps. La présence des anticorps, c'est quoi? Vous êtes porteuse du virus du sida. Et voilà. En avez-vous déjà entendu parler à cette époque-là? Oui, il y avait quand même, à l'époque, il y avait des spots qui passaient. Des spots vraiment qui effrayaient. On voyait un sidéen avec le sarcome de Kaposi, avec plein de boutons, vraiment amaigri, vraiment maigre et tout. Et je vais lui poser la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire concrètement. Est-ce qu'il y avait une solution pour moi? Et il me dira non, pour le moment, il n'y a pas de solution pour vous. Bon, je vais prendre
mon engagement, me rendre à la maison. Et quand je vais me rendre à la maison, je vais directement mettre les louanges. J'avais écouté les louanges. Et je souffrais comme ça en silence. Et à l'époque, il y avait des associations qui commençaient à naître, le cas de la GAS, Association gabonaise d'assistance et d'action séropositive et sidéen. On avait comme psychologue Madame Bongo Isabelle, et les Francky Diata avec le docteur Malonga et tout. Mais à l'époque là, c'était pas vraiment facile. Je pense le début même des campagnes de sensibilisation, on avait du mal même à porter les t-shirts. Et à l'époque, la GAS, le siège même était situé au Moulin Rouge. Les consultations se passaient dans la nuit. Donc tout le monde venait dans la nuit, c'était dans l'anonymat. Il n'y avait pas de spécialistes, c'était vraiment des médecins, le docteur Mbunja, Monique, je crois. Ils venaient vraiment de façon volontaire. Ces personnes étaient vraiment volontaires. Et je pense qu'à l'époque, je pesais 28 kilos. 28 kilos, j'étais vraiment maigre, j'étais vraiment mourante parce que la nouvelle était déjà partie que j'étais au point de mourir. Au point de mourir et qu'est-ce qui vous a donné cette niaque-là de vous dire non? Parce que on parle depuis de 20 ans. Non, parce que en fait, là c'est par rapport au témoignage. À chaque fois que je marchais, c'est comme si c'était des bombes qui s'explosaient dans ma tête. C'est comme si tout le monde était au courant. Et à l'époque, je crois les Burundais, ma grande sœur Jeanne Gapia et le défunt Juvenal venaient à peine d'arriver au Gabon. Et j'avais un oncle qui travaillait au programme et qui me disait, toi aussi, fais comme les autres. Et les psychologues et les médecins, ils avaient organisé, les Madame Georgette Ngabolo, les caravane. Oui, c'est ça. En fait, ils avaient organisé les groupes de parole, les jeux de rôle. Les jeux de rôle pour nous préparer à affronter maintenant la télévision. Là, c'était en 1998. Et pour dire que la femme est la plus courageuse, j'avais vu ce jour-là tous les hommes fuir. Parce qu'au plateau de la première chaîne en 98, nous étions 3 femmes. Et 3 femmes qui étaient là pour témoigner, mais c'était pas vraiment facile. Et lorsque nous avions eu à témoigner, vraiment, c'est comme si c'était une bombe qui s'était éclatée dans ce pays. C'était vraiment grave. J'avais humilié les Tinikota. On me poursuivait vraiment de partout. Et les autres, bon, il y a Ondo Béatrice. En ce moment, après même son témoignage, s'est rendu aux États-Unis et la maman Germaine Ngueyi qui est quelque part dans un village. Donc, alors, qu'est-ce qui, entre l'annonce, le regard extérieur, et vous l'avez fait de votre propre chef, ou bien vous avez parlé du couple burundais, parce que je me rappelle, dans les années 90-2000, vous étiez, vous êtes la preuve vivante que être atteint ne veut pas forcément dire qu'on meurt demain. Oui. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier, vous parlez de ces t-shirts, et même que Marguerite Nzé, que j'avais reçue aussi, le fait de côtoyer ces personnes, on nous regardait aussi de travers en disant, bon, si vous êtes avec Sidonie Siaka, vous êtes avec Marguerite Nzé, ça veut dire forcément que vous cherchez des informations en sourdine. Et les gens, ces gens qui vous regardaient autrement hier, vous nous dites aujourd'hui, il y a des personnes qui nous regardaient de travers, qui se retrouvent infectées. Bon, on leur disait, même si vous-même, vous n'êtes pas infecté, attention, tant que l'épidémie va exister, nous avons nos enfants, nous avons nos petits-fils, nous avons nos arrière-petits-fils. Je ne vois pas pourquoi continuer à regarder les gens de travers. Parce que tant que cette épidémie sera encore là, en fait, tout le monde a encore exposé. Après nous, bon, mon numéro du CTA, c'est le numéro 19. Vous disiez tout à l'heure, la file active, il y a combien de personnes aujourd'hui au centre de traitement ambulatoire de Libreville? C'est 16 000. 16 000. Je porte le numéro 19. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui reviennent vers moi, soit pour demander pardon, parce que les frustrations, j'en ai vraiment encaissé. Et c'était pas des frustrations faciles pour une jeune fille qui avait à l'époque à peine, je pense, 20 ans et poussière. Le 2 novembre passé, j'ai eu mes 57 ans. Moi, je suis vieille. Hein. Je suis déjà vieille. Alors, Sidonie Siaka, vous êtes mère de 4 enfants. Oui. Des enfants que vous avez eus avant
ou après? Bon, j'ai eu une première fille quand j'apprenais au lycée d'État de l'Essuyer, c'était avant. Et le deuxième, bon, là où je vais collaborer avec le virus du sida, Dieu va me faire sortir naturellement. Je suis pas là sous le contrôle de la psychologue qui était avec nous. L'enfant sort négatif parce que j'ai aussi eu du mal à faire le test à l'enfant. À 11 ans, c'était au programme national de lutte contre le sida à cause de la discrimination toujours parce que quand l'enfant allait jouer chez mes parents, il y avait des gens qui m'interpellaient pour dire ton enfant n'a pas le droit de jouer avec nos enfants. Faites d'abord le test à l'enfant. Ce jour-là, quand j'avais amené l'enfant au laboratoire du programme, l'enfant disait maman, je ne suis pas malade parce que l'enfant savait déjà pourquoi je l'amenais là-bas. Et l'enfant a 11 ans, le résultat va sortir négatif. Et le papa? C'était dans une relation non protégée. Papa, bon, c'est vrai, je n'aime pas trop rentrer parce que ça a vraiment causé des polémiques, des problèmes qu'un enfant de 26 ans ne pouvait pas supporter. Je n'aime pas trop rentrer là. Non, non, vous ouvrez les couloirs qui vous sied. Le papa est mort. Le papa, c'était juste après mon témoignage de 98. Un an après, il va se suicider. Et les parents diront que c'est à cause de mon témoignage que celui-là va se suicider. C'est lui qui a laissé un seul enfant qui, vraiment, je remercie le Seigneur, va être négatif. C'est aujourd'hui un monsieur de 30 ans. Docteur, on parle souvent de la transmission de mère-enfant. Sidonie nous dit que là, elle a eu un enfant pendant qu'elle connaissait déjà son statut sérologique. Que dire aux femmes enceintes? Parce que parfois, il y a des femmes enceintes qui ne savent pas qu'elles sont infectées. C'est quoi les précautions à prendre? Oui, Madame Dira, pour ne pas vous couper, celui-là a été sauvé naturellement. Mais après, en 2008 et 2009, j'ai eu 2 enfants de la prévention transmission mère-enfant. Le premier en 2008, le deuxième... Ça se passe comment? Le docteur va compléter. La transmission de mère-enfant, c'est possible. Je sais qu'on recommande souvent aux femmes de ne pas allaiter les enfants. Dans votre cas, ça s'est passé comment et le docteur pourra renchérir? En fait, je n'avais pas allaité. Les enfants étaient soumis au lait. Et puis, à l'époque, on amenait les 2 enfants au CUS pour des examens de fin d'année jusqu'à, je crois, à 12 mois. Ils ont eu à faire le premier test aux enfants et à 18 mois, les 2 enfants sont négatifs. La grâce que j'ai encore, c'est que leur papa reste négatif jusqu'à présent. Vous avez eu une relation non protégée? Bon, expliquez, vous savez, hein, les hommes sont ce qu'ils sont. C'est quelque chose qui se passe entre 4 murs. Même entre 4 murs, les médecins ne pourront pas voir, les médecins on ne va pas rentrer là-bas, docteur. Alors, qu'est-ce qu'on recommande aux femmes enceintes? Parce que parfois, on a peur, on peut être enceinte, mais ne pas connaître son statut et commettre l'erreur, peut-être d'allaiter l'enfant et puis contaminer le nourrisson. D'accord. Pour les femmes enceintes, il est recommandé avant tout de faire un bilan prénatal. Ce bilan prénatal peut être fait au premier trimestre. Aujourd'hui, nous recommandons même de faire le bilan prénatal au premier, au second, même à la veille de l'accouchement ou même en salle d'accouchement. Cela permet d'avoir une idée de la sérologie de la patiente. Parce que quand on découvre la mère parturiente, plutôt elle est découverte, elle est mise sous traitement, tout en sachant qu'aujourd'hui le traitement il est simplifié à raison d'un seul comprimé par jour et que ce traitement n'a pas un comprimé aujourd'hui, on parle de combien de comprimés en amont? En amont, c'était une dizaine de comprimés. Parfois 15. On allait jusqu'à 15. Là, nous avons souffert. Hein. Une dizaine de comprimés avant. Aujourd'hui, nous sommes à un seul comprimé. Voilà pourquoi la plupart ne résistaient pas. Tous ceux qui ne s'adaptent pas à la prise des comprimés n'ont pas pu résister au VIH-Sida. Les comprimés, ils agressent, ils ont quoi? Non, le nombre. D'abord la quantité, mais auparavant, il y avait d'innombrables effets secondaires en fonction des molécules. Mais aujourd'hui, c'est un schéma simplifié de 3 molécules en un seul comprimé, de sorte qu'il y a plus d'adhérence. Et plutôt les mères sont mises sous traitement, cela leur permet d'avoir une charge virale indétectable et de ne pas transmettre la maladie à leur enfant. Et en suivant ce processus également, les enfants sont mis sous traitement préventif dès la naissance et ce pour une durée de 6 semaines.
Et ce traitement aussi préventif permet à l'enfant, parce qu'il naît avec les anticorps de sa mère, de pouvoir avoir ces anticorps et d'évoluer convenablement. Avant, on parlait même de ne pas allaiter les enfants. Nous avons dépassé ce sujet. Aujourd'hui, l'allaitement est permis aux mères séropositives sous couvert qu'elles aient leur traitement de façon convenable, mais un allaitement comme toute autre mère, mais qu'il ne soit pas mixte. Avec un suivi. Mais qu'il ne soit pas mixte. Moi, j'allais fuir. Hein. Je n'allais jamais allaiter. Vous en étiez consciente, vous aussi, vous aviez peur oui, les enfants étaient suivis, ils étaient soumis au lait artificiel. Parce que l'ADN actuelle, hein, je n'allais jamais accepter parce que j'allais toujours avoir peur de contaminer. Parce qu'avoir sous les bras un enfant infecté, ce n'est pas la joie. Et c'est vrai que même en sensibilisant les mères, parce que quand nous recevons les patientes, quand elles sont répertoriées PTME, quand elles sont accompagnées psychologiquement, quand elles vont chez les psychologues, il y a beaucoup de retours qui nous reviennent non, pour mieux me rassurer de la chose, je préfère ne pas. Déjà, ce sont les mères des fois qui prennent cette décision radicale, même en leur disant que le lait maternel peut être bien pour ton enfant, elles ont déjà cette peur-là en elles qui les bloque dans ce processus-là. Alors la science a évolué, hein, il ne faut pas avoir peur, il faut en parler et surtout il faut protéger nos progénitures. Isabelle Bongo, je sais que vous êtes de facto l'un des leaders communautaires parce que depuis la création du CTA, on ne le dira jamais assez, en 2001, vous y êtes et vous voyez les gens défiler. Sidonie Siaka, vous connaissez depuis belle lurette, et toutes ces personnes que vous voyez défiler au CTA, est-ce qu'il y a encore des cas qui vous touche et qu'avez-vous constaté, qu'avez-vous envie de nous relater sur ce plateau aujourd'hui? Les cas qui nous touchent particulièrement, c'est les transmissions justement mère-enfant. Aujourd'hui, comme venait de dire Dr Barry, il est possible de diminuer et pourquoi pas d'éliminer le risque de transmission de la mère à l'enfant. Sachant que la transmission peut se faire à des moments différents pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et même à travers l'allaitement. Mais il y a toutes les mesures dont le docteur a parlé qui sont prises pour nous permettre d'avoir des enfants sains. Malheureusement, il y a encore des mères qui ne satisfont pas toujours à ce programme parce que lors du bilan prénatal, la sérologie rétrovirale fait partie du bilan systématique demandé à une femme enceinte. Malheureusement, il y a de ces femmes qui ne font pas le test et donc qui vont jusqu'à l'accouchement sans avoir connu leur statut sérologique. Et le docteur l'a si bien dit, parfois elles peuvent avoir une charge virale qui est très très élevée et donc le risque de contamination au nouveau-né ou au fœtus qu'elle porte est également beaucoup plus élevé. Il y a aussi le fait que, elle l'a souligné, beaucoup font du déni. C'est-à-dire, on leur annonce, pendant la grossesse, lors du bilan prénatal, on leur annonce la séropositivité, mais préfèrent ne pas croire. Et il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai reçu une dame qui est venue avec son enfant de 2 ans à peu près, vraiment qui était très très mal en point. Et en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'elle connaissait déjà, on le lui avait dit lors de la grossesse, mais elle avait préféré ne pas croire. Elle s'est dit que c'était des histoires. Pourquoi? Parce que elle comptait sur son physique. Parce que Sidonie l'a dit, au départ, on présentait le sida toujours comme des malades cachectiques, alors qu'aujourd'hui, le physique du sida a changé. Le porteur du VIH, c'est nous tous qui sommes ici présents en fait. Ce n'est pas inscrit sur le visage. Et donc souvent les gens se fient à leur forme, à leur physique, à leur rondeur, à leur poids pour se dire ça ne peut pas être moi. Et donc par rapport à cela, elles ne vont pas prendre les mesures qui pourront éviter la transmission à leur enfant. Et ça fait vraiment mal quand on sait qu'on aurait pu éviter et qu'on se retrouve dans cette situation où l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est comme si le monde était cruel en fait. Plutôt que de transmettre la vie, on a comme l'impression qu'on transmet la mort. Et aujourd'hui, c'est encore possible d'éviter. Oui, c'est encore possible d'éviter, vous l'avez entendu, donc ça ne coûte rien. Vous voyez, Sidonie Siaka, elle est là, ça fait, elle est l'une des rescapées. Ah oui. Elle est vivante, elle a appris, elle est bien là. Elle a 4 enfants, il y en a qui ne sont pas malades, donc c'est possible. Et en passant, est-ce que la transmission se fait
seulement par voie sexuelle? Sexuelle, non. Est-ce qu'il y a d'autres cas? Oui, il y a la transmission, principalement la voie sexuelle. On a parlé tout de suite de la transmission mère-enfant, mais également par la transmission sanguine. La transmission sanguine peut passer par l'utilisation des objets souillés, par exemple, l'utilisation des seringues pour 2 patients, par exemple, sans connaître la sérologie de l'un ou de l'autre, mais également chez les personnes droguées qui utilisent les seringues. Il y a cette transmission, oui. Et quand une transfusion n'est pas sécurisée également, il y a ce risque de transmission qui est là. Alors, je sais que ce n'est pas le débat, parce que parfois, le centre de transfusion sanguine aussi, parfois on dit je n'étais pas malade, mais depuis que je me suis faite, j'ai acheté une poche de sang. Bon, là n'est pas le débat, mais je vais vous proposer, Sidonie Siaka, votre témoignage. Notre rédaction aussi a voulu promener son micro, notamment Rita Abogondon et Cédric Nzendon, qui ont promené leur micro pour demander aux gens comment réagiraient-ils s'ils apprenaient que leurs proches étaient malades. Nous allons suivre ensemble ce micro-trottoir et après, ce que vous aurez entendu, vous pourrez réagir. Hein. On va l'écouter tout de suite et on vous retrouve juste après. On sait déjà que le sida, c'est une maladie incurable. De savoir que mon parent va éternellement boire des médicaments, c'est traumatisant, ça fait extrêmement mal. La guérison est d'abord psychologique avant qu'elle ne soit physique. Donc il faut les entourer d'amour, être avec eux parce que ce n'est vraiment pas évident, ce n'est pas facile ce qu'ils traversent. Je peux bien parler, mais je ne suis pas à l'intérieur de sa tête, je ne suis pas en elle pour savoir réellement ce qu'elle vit. Donc les encouragements, le soutien, la présence, c'est déjà ça, une partie de la guérison. Je serais fortement bouleversée et attristée parce que c'est déjà quelque chose que je ne peux pas souhaiter à mon pire ennemi. Donc sachant qu'un de mes proches est dans cet état, je serais vraiment au point zéro, s'il faut le dire. Sur Mélodie, je vais prendre ça comme toute autre maladie. Et je vais devoir peut-être faire une réunion, réunir les parents pour dire qu'on a un parent qui a le sida, on ne va pas le laisser à lui seul, on va être autour de lui, il faut courir après ses médicaments à chaque moment. Il faut vraiment être autour de lui dire que non, c'est la maladie, il faut s'arriver, on fait avec. La plupart des personnes se comportent différemment. Si un proche est infecté, moi ça ne me dérangeait pas. Au contraire, je vais encourager cette personne à mieux se prendre en charge pour qu'il n'y ait pas de soucis, pour qu'il n'y ait pas de problème. Pour qu'on ne quitte pas de la situation de VIH à une situation de maladie, qu'on va commencer à parler du sida maintenant. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça ne dérangerait pas du tout. Au contraire, on va les encourager à mieux vivre la situation. Parce que si déjà nous au départ, on vit mal la situation du parent, on ne va pas aider le parent à s'en sortir. On va un peu plus plonger le parent dans la situation. Alors, nous venons là de suivre ce micro-trottoir. Vous avez suivi comme moi les réactions des uns et des autres. Isabelle Bongo, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans toutes ces réponses? Alors, deux aspects m'ont réconforté dans ces témoignages que nous venons de regarder. Le premier, c'est que la plupart des parents ont compris la nécessité de soutenir la personne infectée. Et le deuxième aspect, ça c'est ce qui est positif, ça montre bien qu'aujourd'hui quand même l'information a évolué, l'information circule, ça a évolué et les mentalités également, les attitudes ont pu évoluer plutôt que purement stigmatisation, discrimination. Parce qu'avant il y avait quand même des malades qui étaient totalement exclus de certaines familles à cause de leur statut sérologique. Le deuxième aspect qui m'a également réconforté, c'est l'autre pan de la prise en charge, j'ai envie de dire psychologique. C'est vrai que souvent quand on parle de prise en charge psychologique, on voit les personnes infectées. Et on a tendance à oublier ces personnes-là qu'on appelle des personnes affectées. Donc toutes ces personnes qui sont autour, qui partagent le vécu, qui partagent le quotidien de la personne vivant avec le VIH. Et à travers ces témoignages, je comprends qu'effectivement, le fait d'apporter également du soutien aux personnes affectées va leur donner plus de courage et plus de force pour soutenir la personne infectée. Voilà les deux aspects que j'ai pour dire. Docteur, on peut aussi dire que l'attention de l'entourage, le regard extérieur peut concourir à rebooster le malade au regard de ce que nous venons de suivre.
Ça peut concourir à rebooster le malade, à lui donner de l'espoir, à le fortifier et à penser à un avenir meilleur, surtout cela. Je reviens un peu sur les différents témoignages. J'ai entendu parler de réunion de la famille. Avant tout, la maladie est une pathologie qui est confidentielle. Il ne s'agit en aucun cas d'inviter des gens parce que tu as ta conception de la chose. Tu ne sais pas comment une autre personne peut réagir face à cela et d'exposer la vie d'autrui. Et c'est une maladie qu'on n'expose pas comme ça si on n'a même pas l'aval. Étant même une praticienne, même en voulant parler à un parent d'un proche, je dois toujours avoir son aval, son consentement avant d'exposer, même si c'est son mari ou c'est son enfant, il faut toujours le consentement. Mais déjà, il faudrait qu'on sache ça, la confidentialité, elle est prioritaire. Sidonie, vous avez donné votre aval pour qu'on en parle. Et bien entendu, je suis curieuse d'avoir votre réaction suite à ce micro-trottoir. Vous disiez que j'ai noté, vous étiez dans le pourcentage, j'ai noté tant qui ont dit ça. Oui, il y a eu 4 témoignages. Hein. Les autres ont positivé, c'est ce qu'on attendait d'eux. Mais il y a eu une seule personne qui était vraiment inquiète, genre si mon parent est positif, il était compatissant, il comprenait. C'est un peu ça. C'est qu'on voudrait, c'est que la société accompagne les personnes vivant avec le VIH. C'est à travers même la discrimination qu'il y a ce qu'on appelle le repli sur soi. C'est le déni là qui entraîne même le nombre élevé des décès jusqu'à présent. Donc, tout vient de la société. En fait, si toute la société pouvait réagir comme les témoignages qu'on vient de regarder, qu'on vient de suivre, je pense que tous les malades allaient en fait adhérer au traitement. Aujourd'hui, la trithérapie. La trithérapie, à l'époque, c'était l'AZT qui ne marchait pas. Et si tout les séropositifs pouvaient s'aligner à ce traitement, tout le monde allait normalement vivre le plus longtemps possible. Comme vous. Alors, une question, parce que très souvent, on parle des patients, on parle des malades, on parle des techniciens. On va vers le technicien pour trouver le réconfort. Aujourd'hui, vous n'allez pas partir. J'ai envie de savoir, il vous est déjà arrivé de craquer devant un malade, de ne pas avoir les mots? Et vous, quand vous rentrez chez vous, où trouvez-vous la force pour maintenant vous occuper des vôtres, Isabelle Bongo? Alors, l'éthique professionnelle ne nous donne pas le droit de craquer devant un patient. Il faut savoir rester professionnel jusqu'au bout. Quand bien même, en tant qu'être humain, nous pouvons être sensibles à une histoire particulière, mais nous devons savoir rester professionnels. Quand le patient arrive vers nous, il est censé retrouver de l'espoir. Il vient dans une situation désespérée, une situation où il est découragé, peut-être même avec des idées noires, des idées de mort, des idées de suicide. Et nous sommes censés lui redonner de l'espoir. Il faut donc trouver les mots. J'ai envie de dire peut-être qu'en tant que psychologue, ma formation me permet de faire toujours ce détachement pour ne pas m'approprier ou pour ne pas entrer complètement dans l'histoire de chaque patient. Je crois que c'est la grâce que nous avons parce que de par notre formation, nous sommes appelés justement des rudiments, les rudiments pour se détacher de ces histoires-là. Docteur Barry. Je renchéris sur ce que Madame Isabelle vient de dire. Le patient vient vers nous pour trouver une solution à son problème, pour trouver un réconfort. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Le patient, oui. Mais vous, où trouvez-vous la force pour vous revenir le lendemain et aller vers les cas inconnus à nouveau? Cette énergie, vous la puisez où? Je dirais simplement que c'est la vocation. On a prêté serment pour, on le fait, c'est tout. Sidonie Siaka, je vous ai entendu dire que témoigner aussi, ça vous épuise. On aurait pensé que depuis toutes ces années, ça devient comme une lettre qui passerait à la poste. Qu'est-ce qui épuise? En fait, après chaque témoignage, je me sens vraiment légère. Et quand je me sens légère, je suis obligée de m'abandonner, par exemple, à d'autres loisirs, écouter ma musique, se rendre à l'église, écouter un peu les louanges.
de vous ressourcer, de vous recharger. C'est ça. Voyez un peu un malade du sida qui meurt devant un autre malade. Là, normalement, j'ai vraiment été victime pendant des années. Être devant un cercueil, là c'était à l'époque, aller accompagner, enterrer les autres à leur dernière demeure et tout ça. Il fallait vraiment se ressourcer comme les autres venaient de le dire. Et l'éducateur spécialisé fait aussi de la psychologie et de la sociologie. Et je pense que c'est aussi ma profession qui m'a vraiment aidé à affronter toutes ces situations. Voilà, vous avez voulu changer un peu de milieu. Ouais, voilà pourquoi aujourd'hui on voit de moins en moins Sidonie Siaka, parce que elle a besoin de changer d'air. Alors, mesdames, nous allons faire un dernier tour de table. Juste une petite transition, et cette fois-ci, je vais vous inviter à donner des conseils pratiques, chacune selon son couloir. Et nous en sommes justement au conseil pratique de fin, en commençant par notre star de l'émission, Sidonie Siaka. Je m'adresse à tous les séropositifs qui manifestent le déni, que nous étions à la monothérapie qui ne marchait pas. Vous voyez l'état de mes joues. J'ai développé ce qu'on appelle l'hydrophie. Aujourd'hui, avec la trithérapie qui rend la charge virale indétectable, tous ceux qui vont prendre cette trithérapie, ils sont tous beaux, ils sont tous belles. Donc, ne vous cachez pas. Dirigez-vous vers les centres de prise en charge pour se faire traiter. Comme ça, vous aurez longue vie comme moi. C'est tellement beau et bien dit. Isabelle Bongo. J'ai envie de dire, témoigner comme le fait Sidonie et bien d'autres personnes vivant avec le VIH, c'est faire entrer les gens dans leur intimité, c'est se dévoiler et ce n'est pas toujours facile. Donc je voudrais interpeller justement la communauté tout entière à soutenir, apporter tout le soutien nécessaire pour ces personnes-là au travers desquelles d'autres personnes vivant avec le VIH ont pu s'accrocher. Voilà mon mot de fin. Docteur Barry. Je voudrais m'adresser à la population, de leur dire que c'est bien de se faire dépister. Plus tôt on est dépisté, plus tôt on est mis sous traitement, mieux c'est, parce qu'on parvient à avoir une charge virale indétectable qui nous permet d'avoir une longue vie, d'avoir une espérance de vie prolongée. Également à ces patients qui sont à la maison, qui ont fait un déni ou un abandon de traitement, de revenir dans les centres de prise en charge pour pouvoir avoir accès à leur traitement qui, je le rappelle, est gratuit et leur permettre de vivre convenablement. Le VIH n'est pas une fatalité. Merci. Elles ont quasiment tout dit, mais moi, en préparant l'émission, je suis tombée sur cette déclaration de la directrice exécutive de l'ONU SIDA, et qui nous dit, et nous rappelle, je vais la citer, elle dit « Il est possible de mettre fin au SIDA, c'est à notre portée ». Et elle renchérit en disant « Pour emprunter la voie qui met fin au SIDA, le monde doit confier le leadership aux communautés ». Vous avez ce qui est avec nous depuis le début, le leadership des communautés. Voilà les leaders des communautés. Qui mieux est que eux, le médecin, la psychologue, le malade, pour dire voilà ce qu'il nous faut par expérience vécue, par professionnel, par expertise. dont les politiques doivent accompagner ces leaders communautaires qui sont en même de dire ce qu'il leur faut pour aider d'autres personnes qui parfois n'ont pas le courage d'y faire face. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de Au Féminin. Merci. J'espère qu'on ne se reverra pas qu'en décembre prochain. Il y a d'autres plateaux, bien entendu, sur Gabon Première. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous voyez, on peut, chaque maladie, il n'y a pas de petite maladie, il n'y a pas de grande maladie. Toutes, même aujourd'hui, le palu peut emporter quelqu'un. Et au travers des témoignages aussi, entourer ces personnes de votre affection. C'est pas parce que je suis avec Sidonie que je vais tomber malade. Trêve de stigmatisation, trêve de discrimination, mais leur de l'amour et leur dire que nous sommes pareils. Merci à ma merveilleuse équipe et je vous retrouve dans 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Au revoir.